Top Congo, il est 19h. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Des éléments d'RDF, forces de défense rwandaises, sont en train de rejoindre leurs alliés M23 dans leur position du groupement de Bwenza dans le territoire de Rutshuru. Cette coalition tente sans succès depuis le week-end dernier de prendre le contrôle des zones stratégiques occupées par les FARDC. Top Congo FM. La mutation de l'Union sacrée en plateforme politique, une nécessité mais pas encore une priorité. Pour l'instant, cette question sera examinée avant les élections de 2023. C'est le député national Daniel Baou qui l'annonce. 7 ans de servitude pénale principale et une amende d'1 million de francs congolais. C'est la peine infligée à un voleur de compteur de la Régie des Eaux dans la commune de Ndjili. Il a été condamné par le tribunal de grande instance de Ndjili. Top Congo FM. Paiement de 10 mois d'arriérés de salaire, c'est la revendication des prestataires de santé qui font la riposte contre le Covid dans la ville de Kinshasa. Jeudi, ils ont manifesté leur colère devant la primature. Top Congo FM. Pourquoi les communautés Teke et Yaka s'entretuent dans le territoire de Kwamout, dans la province de Maïdombe? La réponse dans le débat plus avec le député national Jonathan Bielosouka, notable du Grand Bandundu, à suivre avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, des éléments RDF, forces de défense rwandaises, sont en train de rejoindre depuis hier leurs alliés M23 dans leur position du groupement de Bwenza dans le territoire de Rutshuru. Cette coalition tente sans succès depuis le week-end dernier de prendre le contrôle des zones stratégiques occupées par les FARDC. Pour l'instant, un calme précaire règne sur les lignes de front. C'est ce qu'affirme Jean-Claude Bambazé. Il est président de la société civile du territoire de Rutshuru. On note en tout cas les renforcements du côté ennemi. Toute la journée, ils ont renforcé avec des militaires venus du Rwanda qui se sont approchés des Tanda, des retirs en groupement des Bweza. Et on sent quand même qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Mais sinon, à part ça, il y a vraiment une accalmie sur les lignes de front. Et cependant, par rapport à la situation humanitaire, elle est toujours dégradante. La situation est pire. Il n'y a pas vraiment d'assistance consistante. Également, il y a aussi des espoirs là des enfants qui ne savent pas comment ils vont reprendre les cours. Et des enfants qui ont fui, qui ne savent pas quoi faire, posent encore vraiment un problème. L'ennemi n'arrive pas à percer le mur érigé par les FARDC. En tout cas, il faut dire qu'il a vraiment échoué. Ça fait maintenant 3 semaines qu'ils sont en train de tenter. À chaque fois qu'ils tentent, ils subissent en tout cas les revers. C'est quand même quelque chose que nous avons quand même, parce que maintenant là, il y a vraiment un mur. Ils essayent et ils sont chaque fois frappés et ils reculent. Et Bunagana, l'administration rebelle continue de fonctionner. Est-ce qu'elle perçoit l'argent, les taxes sur place? Bon, il faut dire que, en tout cas, Bunagana, ils sont là. La perception des taxes, il n'y a pas vraiment de commerce, mais ils perçoivent quand même des taxes sur les bétails. Parce que nous avons appris que, en tout cas, les gens qui ont l'élevage des bétails, notamment une vache, est en train de payer $7 par vache, et même certaines populations qui sont restées sont en train d'être obligées de payer des redevances en termes de vivres au M23. Jean-Claude Bambazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru, c'est dans la province du Nord Kivu, dans la province du Kwilu, dans le territoire d'Idiofa. La situation sécuritaire est dramatique à la mission catholique Ifonzondo. Il y a eu altercation entre policiers et habitants du village. Bilan provisoire, 3 morts, dont un policier et 2 civils et plusieurs blessés. La tension est née à la suite de l'arrestation d'un prêtre exorciste. Celui-ci serait recherché par les autorités judiciaires du parquet de Bandundu. Les adeptes du prêtre se sont opposés à son arrestation. La population s'est réfugiée en forêt. Témoignage du curé de la paroisse, le père Gérard Doukoulou, missionnaire oblat de Marie Immaculée. C'est depuis lundi soir, il y a un groupe de militaires qui sont venus de Bandundu pour arrêter notre ex-confrère Odon Menaba. Ils n'ont pas reçu l'opération, ils sont partis à Idiofa. Alors hier, ils sont revenus avec d'autres militaires, d'autres policiers d'Idiofa pour l'arrêter. Ils l'ont arrêté, mais ils ont commencé à tirer aussi. Quand ils ont tiré, il y a eu 2 morts. Donc ceux qui travaillent avec lui, Odon, 2 sont décédés. Un militaire a reçu un coup, je crois que ça doit être balle perdue ou quoi. Ils sont descendus à la mission. Les 2 qui l'accompagnaient, donc ils étaient à 3,
parce que l'autre groupe était déjà à Idiofa. Ils sont restés à 3, donc avec les 3 là, un est décédé là sur place. Alors, ils voulaient se réfugier à la mission. J'ai trouvé les 2 là, on les a tabassés vraiment à mort. Ils étaient vraiment blessés. On les a amenés à l'hôpital. Nous avons appelé les colonels à Idiofa. Ils ont envoyé encore les militaires qui sont venus récupérer les blessés, l'autre militaire qui était décédé. Mais pourquoi ils sont venus pour arrêter votre ex-confrère Odo Menaba? On ne sait rien. Le lundi, là, il y a l'honorable Mouzaza qui est venu, parce qu'il avait reçu l'information. Il est venu la nuit, il a parlé avec... Bon, nous, on sait que peut-être les autorités, ils connaissent quelque chose. Il semble qu'ils sont venus d'Idiofa. Certains disent que c'est le procureur qui les a envoyés. Bon, nous, en tout cas, nous n'avons pas une information sûre sur ça. On ne sait pas qui l'a accusé, pourquoi ils sont venus l'arrêter. On ne sait pas. Mais pour le moment, qu'est-ce qui se passe? La population se trouve dans la mission ou la population a déserté les lieux? Non, tout le monde a pris fuite. Ils sont partis, ils sont dans la brousse. Le père Gérard Doukoulou, missionnaire oblat de Marie Immaculée dans le territoire d'Idiofa, dans la province du Kwilu. Il était interrogé par Pascal Kapalaï. À Kinshasa, on parle encore de cette montée en flèche du phénomène kidnapping dans les taxis. Des cas d'enlèvement se multiplient dans la ville depuis quelques temps. Le plus récent, c'est le cas de Rolly Doma, designer, photographe et monteur vidéo au ministère du Développement Rural. Il a été retrouvé à l'agonie vers la commune de Kimbaseke 2 jours après enlèvement. Ces bourreaux l'ont dépouillé il y a quelques mois. Plusieurs mesures ont été prises par les autorités pour mettre fin à ce phénomène, mais les résultats ne suivent pas. Dieu merci, Loussa Koumonou pour les détails. C'est un phénomène qui revient avec force dans la ville de Kinshasa. Les cas de kidnapping à bord des taxis, la nuit ou même le jour, deviennent de plus en plus inquiétants pour la population quinoise. Les plus récents ont ému l'opinion parce que des malfrats, en phase avec la technologie, ont parfois filmé leurs otages ligotés ou même joint leur famille par appel vidéo pour demander une rançon. Et pourtant, plusieurs mesures ont été prises par les autorités compétentes pour endiguer ces phénomènes. Peindre tous les taxis en jaune, doter toutes les voitures taxis d'un numéro matricule unique, ce qui a été fait par quasiment 99% des véhicules assurant le transport dans la ville, mais les résultats sont loin d'être probants. D'ailleurs, le patron de la police ville de Kinshasa était revenu en septembre 2020 sur la nécessité de recommencer l'identification de tous les taxis parce qu'il n'y a plus les archives de la première opération, ce qui rend aujourd'hui impossible l'identification des éventuels véhicules accusés d'enlèvement et limite la capacité des services d'intelligence de la capitale congolaise. S'en est suivi 2 ans après la décision du commandant de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, obligeant tout taxi déroulé avec plafonnier allumé et vitres baissées à partir des 18h. Mais sur le terrain, aucun suivi sérieux n'a été fait et c'était finalement une mesure mort-née. Aujourd'hui, des mesures appropriées avec un suivi assidu s'imposent pour réduire sensiblement ou même éradiquer ces phénomènes dans la ville de Kinshasa. Dieu merci, Loussa Koumonou. C'est dans ce contexte que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur sera interpellé à l'Assemblée nationale pour s'expliquer devant ce phénomène. C'est le député national Eliezer Tamboué qui l'a annoncé. Des remous dans le territoire de Kenge, dans la province du Congo, où le député national Tarsis Matadi Wamba conteste l'autorité du grand chef de Hélène des Nord, dont il est originaire. En cause, Louis Makambu, qui règne dans cette chefferie depuis 2 ans, découverte par aucun arrêté de reconnaissance. Faute, d'après un des membres du trio des intronisateurs du chef traditionnel, mais aussi du secrétaire particulier de ce dernier qui assure que tout s'est passé dans les règles. On écoute Jean-Claude Makambu, chef du groupement Mouni Kenge, et Achille Mbamba, joint par Eric Lukoki. Désolé pour la mauvaise qualité de cet élément sur le Kwango. Déguerpissement du député national Zoé Kabila à Kinshasa. Ses avocats dénoncent ce qu'ils qualifient de vice de procédure. Maître Benjamin Lukamba estime qu'il s'agit d'un déguerpissement illégal face à la presse. Il explique que cette parcelle n'appartient même pas à la personne physique Zoé Kabila, mais plutôt à la société Katanga Premier dont il est actionnaire. Rappelant l'historique de cette parcelle, Maître Benjamin relève que cette parcelle a d'abord appartenu à un auditeur général des forces armées zaïroises qui, après avoir signé un contrat de cession avec l'État zaïrois, a obtenu le certificat d'enregistrement
avant de le vendre. En 2004, c'est en 2007 que la société Kocha Investment SARL, une société de Zoé Kabila, l'achète. Pour son avocat, c'est en 2021 que Kocha Investment va céder cette parcelle à Katanga Premier pour se conformer au nouveau code minier. Il qualifie d'incident l'arrêté de l'ancien ministre de l'Urbanisme et Habitat qui a répertorié cette parcelle parmi les biens immobiliers de l'État. Entre l'arrêté et le certificat d'enregistrement, c'est ce qui prime, interroge-t-il. Pour lui, toutes les démarches menées pour faire corriger l'arrêté de cet ancien ministre de l'Urbanisme et Habitat n'ont pas abouti. Maître Benjamin est ici au micro de Barik Bema. Ce déguerpissement qui a été opéré le 23 est manifestement illégal. Manifestement illégal, pourquoi? Puisque d'abord, la parcelle appartient à une personne morale qui s'appelle Katanga Premier, qui a un titre de propriété, donc un certificat d'enregistrement. Et cette parcelle-là ne fait plus partie du domaine privé de l'État, puisque l'argument qui est donné, c'est que cette parcelle appartient au domaine privé de l'État. Non, cette parcelle ne fait plus partie du domaine privé de l'État depuis 1989. Et Katanga Premier est quatrième acquéreur de cette parcelle. Vous parlez d'un déguerpissement illégal alors qu'il y a un arrêté du ministre de l'Urbanisme et Habitat datant de 2021 qui répertorie cette parcelle parmi les biens privés de l'État. Le fait seulement de céder, je vous ai cité l'article de la loi dite foncière qui dit que la cession, c'est un mode de transfert de propriété d'un immeuble du domaine privé de l'État à un tiers, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Donc l'État peut céder et cela a déjà été fait depuis 1989. C'est que cette parcelle n'appartient plus au domaine privé. Maître Benjamin Lukamba qui est au micro de Barik Bouema. 7 ans de servitude pénale principale et une amende d'1 million de francs congolais, c'est la peine infligée à un voleur des compteurs de la Régie des eaux dans la commune de Ndjili. La décision de la justice a été rendue jeudi au cours d'une audience publique au tribunal de grande instance de Ndjili. Le condamné a été jugé en flagrance. Longomo Ingulu est accusé par la justice destruction méchante et violation des domiciles. Il a été appréhendé le 18 août 2022 à 3h du matin avec 8 compteurs de la Régie des eaux. On écoute Octavie Ngunga, présidente de la Chambre au tribunal de grande instance de Kinshasa-Ndjili. Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code de procédure pénale, vu le code pénal, livre 2, spécialement ses articles 79 et 81, le ministère public a entendu en ses réquisitions. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol qualifié mise à charge du prévenu Longomo Ingulu Peggy. En conséquence, l'on condamne à 7 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais, payable dans le délai légal, à défaut, subir 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit recevable et fondée la constitution de partie civile de la Régie des eaux, SA. En conséquence, condamne le prévenu précité au paiement de la somme de 30 millions de francs congolais à titre de dommages et intérêts en faveur de la dite partie civile pour tout préjudice subi. Ordonne la restitution des 8 compteurs saisis à son propriétaire, la partie civile, la Régie des eaux. Condamne enfin le prévenu au paiement de frais d'instance, payable dans le délai légal, à défaut subir 30 jours de contrainte par corps. Et de son côté, le procureur de la République a indiqué que cette audience doit servir de leçon à tous ceux qui tenteraient de commettre des actes similaires. Géry Nginda Makwala. Depuis mon arrivée au parquet d'Ndjili, j'ai décidé que pour les gens qui commettent les infractions en détruisant les biens publics, surtout les biens des sociétés publiques, les biens de l'État également, ils seront déférés publiquement pour que ces infractions ne se commettent plus contre les biens de l'État ou des sociétés publiques. La Régie des eaux, c'est une société qui aide toute la République. C'est la société de l'État qui donne de l'eau propre
à la population et nous ne devons pas accepter que certaines personnes puissent détruire les biens, notamment les compteurs et les tuyaux. Comme il a touché à une denrée rare qui sert la population, j'ai décidé qu'on le poursuive publiquement pour que les gens n'osent plus commettre ces infractions contre ces sociétés. Et parce que les témoins de la commission de l'infraction doivent être également les témoins de la répression. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. La mutation de l'Union sacrée en plateforme politique, une nécessité, mais pas encore une priorité pour l'instant. Cette question sera examinée avant les élections de 2023. C'est le député national Daniel Baou qui l'annonce. On l'écoute. L'Union sacrée a traversé beaucoup de moments forts. Il a été question d'abord d'assurer le basculement de la majorité pour asseoir une nouvelle dynamique. C'est ce qui fut fait. L'Union sacrée a connu des départs. L'Union sacrée a pu asseoir malgré ces départs un gouvernement stable. Alors, à ce stade, j'estime que ce qui est important, c'est d'abord la gouvernance, la construction des réponses adaptées aux préoccupations du peuple congolais. Les élections, ce n'est pas pour l'instant, c'est pour l'année prochaine. Lorsqu'on y arrivera, je crois que l'Union sacrée vous dira quelles sont ses cartes stratégiques pour la reconquête du pouvoir. Mais pour une bonne gestion d'un ensemble, il faut bien qu'il y ait une structuration. La structuration est une nécessité fondamentale. Mais la structuration obéit aussi à certaines exigences d'ordre pratique et conjoncturel. Pour l'instant, j'estime que l'Union sacrée était bateau stable, qui a à son bord un président de la République, un premier ministre. La task force a été mise en place pour un but, celui du basculement de la majorité et de la mise en place du gouvernement. C'est fut fait et de la plus belle des manières. Pour l'instant, l'Union sacrée fonctionne avec un présidium. Ce présidium est dirigé par les différents leaders qui accompagnent les présidents de la République et les différents chefs d'institutions. Il n'y a pas de tension à l'intérieur du système et je pense que la question de la restructuration, elle est inopportune. Elle pourra se poser clairement au moment opportun. Et le député national Daniel Baou. Parlons économie à présent. Qu'est-ce que c'est que l'ANAPEX? C'est à cette question que le professeur Henri Guerré-Dawele, directeur général de l'Agence nationale des promotions des exportations, a répondu devant les opérateurs économiques. Détail, Jean-Cy Makwala. Ça fait pratiquement une année qu'ANAPEX existe, créé par le décret numéro 20/003 du 5 mars 2020. Il fallait donc une sensibilisation pour que les missions de l'Agence nationale de promotion des exportations soient connues du grand public. Professeur Henri Guerré-Dawele est directeur général adjoint de l'ANAPEX. ANAPEX n'existait pas avant dans l'écosystème du commerce extérieur, mais maintenant qu'ANAPEX est là, il a fallu que les opérateurs économiques qui œuvrent dans le secteur d'exportation puissent connaître les missions d'ANAPEX et le niveau d'accompagnement que ANAPEX peut assurer pour cette catégorie d'agents économiques. Voilà pourquoi nous avons commencé par la FEC, qui est la plus grande organisation, si pas la plus importante, de patronat congolais. Il est prévu les tours des provinces pour le même travail et le DG de l'ANAPEX est déjà dans le Congo central en train de sensibiliser les opérateurs économiques. Pour les réalisations de l'ANAPEX, elle se situe plus dans le cadre d'accompagnement, précise son directeur général adjoint. Nous avons porté le dossier de la mise en œuvre de codes barres et de QR codes qui permet la traçabilité de produits congolais à l'exportation et on est en train d'avancer à grands pas pour que dans les jours à venir, cela devienne une effectivité. Les animateurs de cette agence ont été nommés par l'ordonnance présidentielle au mois de mai 2021 et c'est depuis le mois de septembre 2021 qu'ANAPEX est opérationnel. Jean-Cy Makwala. Mise en œuvre du programme de développement local les 145 territoires, le Bureau central de coordination, le BCECO, vient de renforcer les capacités des animateurs des agences locales d'exécution en convention avec lui sur la gestion opérationnelle des contrats, la présentation des factures et le contrôle financier. Pour le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba, ces travaux permettront la bonne gestion des conventions signées pour l'implémentation de ce programme. Détail, Rémi Moulingati.
Ce renforcement des capacités intervient une semaine après la signature des conventions par ces agences qui auront la charge de construire et de réhabiliter 189 écoles et 124 centres de santé à travers les 48 territoires d'intervention du BSECO. Ces agences pourront désormais se déployer sur terrain pour démarrer les travaux, a déclaré le directeur général du Bureau central de coordination, Jean-Mabi Moulumba. Il est question aussi justement de les aider à maîtriser les procédures de passation des marchés dans le cadre de cette sous-traitance. Après cet atelier, je pense que nous avons déjà commencé à payer les avances de démarrage des travaux. À partir de la semaine du 29 août, les ailes vont se déployer sur le terrain pour lancer les travaux dans les 48 territoires d'intervention du BSECO. Les participants à ces travaux se sont dit satisfaits par les éléments de connaissances fournis par le Bureau central de coordination. Alors, je remercie BSECO pour cette formation parce que ça nous a donné vraiment le clou de comment nous devons travailler sur le terrain. Que nous avions été éclairés sur les procédures prévues par le BSECO et je l'estime bien que ça sera transparent. Ces travaux se sont penchés essentiellement sur la gestion opérationnelle des contrats, les activités de sous-traitance, la présentation des factures et les contrôles financiers. Pour rappel, le BSECO est l'une des structures d'appui au développement retenues par le gouvernement congolais pour la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Rémi Molingati, transport à Kinshasa, dans un communiqué officiel, le ministre provincial des Transports, Amos Bokoso, annonce des grandes mesures pour assainir ce secteur. Les propriétaires des véhicules sont invités à amener leurs véhicules au centre de contrôle technique et les conducteurs des taxis et taxibus de se doter au plus vite des documents d'autorisation de transport et de payer la taxe de stationnement. Les agents de transport et de la police vont bientôt lancer un contrôle de ces documents sur toute l'étendue de la ville. Et dès ce lundi 29 août, il y aura déjà contrôle des plaques d'immatriculation des motos-taxis circulant de la capitale congolaise. On écoute le ministre provincial des Transports de Kinshasa, Amos Bokoso, au téléphone de Pascal Kapalaï. Le ministère provincial des Transports rappelle à tous les propriétaires de véhicules, personnes physiques et morales, l'obligation de se conformer à l'arrêté interministériel fixant le taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère provincial de Transport en s'acquittant des taxes et redevances ci-après. L'autorisation de transport de passagers et de biens, l'identification par autocollant des véhicules commis au transport rémunéré de passagers, la plaque d'immatriculation des motos, le contrôle technique des véhicules automobiles. Ici, il s'agit de tous les véhicules qui circulent dans la ville de Kinshasa, excepté les seuls véhicules du président de la République, chef de l'État, les véhicules de la justice, de l'Assemblée nationale, du Sénat, les véhicules du gouvernement central, les véhicules de l'Assemblée provinciale, les véhicules de missions diplomatiques et organismes internationaux, les véhicules des entreprises et des privés. Tous ces véhicules passent au contrôle technique. Les centres de contrôle technique sont apprêtés pour accueillir tous ces véhicules pour besoin de contrôle. La taxe de stationnement au parking pour les véhicules et les motos. Pour ce faire, les agents de la police nationale et ceux de la division urbaine de transport et communication seront déployés incessamment sur toutes les artères de la ville de Kinshasa pour un contrôle routier. Tout véhicule ou toute moto non en règle sera appréhendé, mis en fourrière et soumis à des pénalités prévues par la loi en la matière. Amos Bokoso, le ministre provincial des Transports de Kinshasa. Les travaux de réhabilitation de la RN 17 de Mongata à la ville de Bandundu seront bientôt lancés. Le contrat d'exécution est déjà signé avec l'entreprise chinoise et l'Office des routes en pleine installation des chantiers. Ces travaux seront exécutés en prélude de la phase de modernisation prévue en 2023. Le directeur provincial de l'Office des routes, Maïdombe, Joyce Simba, qui livre l'information, précise que les études sur l'impact environnemental de l'asphaltage sont également en cours. Il indique que plusieurs autres axes seront réhabilités à l'intérieur de la province de Maïdombe. On l'écoute au micro de Jonathan Messa. C'est une réalité. Bientôt là, nous allons la palper du doigt parce que nous sommes déjà pour parler avec les Chinois. Comme le directeur général, M. Herman Moutima, l'avait dit, c'est-à-dire les contrats avec les amis chinois a déjà été signé. Mais là, nous sommes en phase de l'installation chantier. Bientôt, on va procéder au lancement des travaux. Oui, ces travaux vont consister à la réhabilitation. Donc, nous allons travailler des fonds en comble, la couche de fondation, de telle manière que ça va servir de socle pour la prochaine phase des travaux
travaux de modernisation. On peut espérer pour l'année prochaine parce qu'il y a déjà un bureau d'études international qui a déjà commencé le travail, c'est-à-dire les études sur le plan, sur l'impact environnemental et social de ces projets. Ils sont parmi nous depuis la semaine passée, qu'ils ont commencé à faire le travail et la requête a été déjà déposée au niveau de la BAD. Donc on peut espérer que l'année prochaine, on va déjà commencer avec les travaux de modernisation. Il y a aussi des partenaires qui se sont présentés pour la modernisation de l'axe Nyoki, Selengue, les Bamassé, Mendoa, Oshwe. Donc d'ici peu, vous allez voir, il a descendu d'une grande équipe par rapport aux études qui devaient être menées par rapport à ça. Et puis, nous devons déjà prendre des dispositions par rapport aux travaux préliminaires, c'est-à-dire l'ouverture de tous ces axes-là. L'objectif, c'est d'améliorer les conditions sociales et économiques de notre population. Nous travaillons toujours dans la vision du chef de l'État qui dit le peuple d'abord. Joyce Simba, le directeur provincial de l'Office des routes Maïndombe. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a visité le centre de recherche en agriculture Siragru, situé à Kimpoko dans les périphéries de Kinshasa. Ce centre intervient dans la multiplication rapide des semences de manioc en plantules sains de manioc en utilisant la technologie semi-autotropique hydroponique. C'est un projet qui rentre dans le cadre du programme Agenda de transformation agricole de la RDC, ATA RDC, initié par le président de la République. Olusegun Obasanjo a loué ce grand programme agricole. Détail Véromatanda. C'est avec le directeur général de l'ITA, Institut international d'agriculture tropicale, Terania Songinga, que l'ex-président nigérien a effectué cette visite guidée au sein du centre de recherche en agriculture Siragru en sigle, qui est l'un des partenaires de l'ITA. En sa qualité d'opérateur économique du manioc dans son pays, le président honoraire du Nigeria a loué ce grand projet qui favorise notamment la multiplication rapide des semences des manioc dans le cadre du programme ATA RDC, une initiative de Félix Antoine Tshisekedi. Olusegun Obasanjo est sur des propos traduits. Mon arrivée ici au RDC est d'abord de rencontrer mon frère, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, afin de le féliciter de vive voix pour son accession à la présidence de la SADC, qui est un mandat important, et je suis convaincu qu'il amènera la communauté à un niveau plus élevé. Aussi, le président et moi avons discuté en long et en large sur les problèmes de sécurité que traverse l'Afrique en général et la RDC de manière particulière. Et comme vous le savez, quand il y a des problèmes de sécurité, nous ne pouvons pas garantir la sécurité alimentaire ni nutritionnelle. Donc les efforts qui sont en train d'être fournis dans le secteur agricole a besoin que nous ayons un climat de paix. Je suis très content de ce que je viens de voir ici. Je salue les efforts du chef de l'État pour son implication personnelle à ce programme ATA RDC. Le programme Agenda de la transformation agricole de la République démocratique du Congo met un accent particulier sur la filière sémencière qui est le point de départ de l'amélioration de la production. Véromatanda, dans la province du Congo central, bien avant la crise due à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la RDC avait déjà pensé à la production de la farine panifiable du manioc. C'est dans ce contexte qu'il a été lancé mercredi dans le territoire de Madimba une campagne 2022 pour la réduction des importations des produits agricoles, une initiative du chef de l'État mise en œuvre par la cellule d'appui d'urgence intégrée de développement communautaire. Le gouverneur Guy Bandou s'est réjoui que le Congo central soit choisi comme point de départ pour le lancement de cette campagne. Le coordinateur de la cellule d'appui d'urgence intégrée de développement communautaire, Philippe Gouala, a souligné que ce programme est financé à hauteur de 52 millions de dollars par la Banque africaine de développement. On l'écoute. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet de structuration et de modélisation de la filière manioc à travers la promotion de la farine du manioc panifiable, une initiative du président de la République, chef de l'État, à travers le programme d'urgence intégré de développement communautaire. Le projet est financé par la Banque africaine de développement grâce aux ressources mobilisées par la CAPUDC et mises à la disposition de la RDC à travers le projet du portefeuille du secteur agricole et rural, dont le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, PROADER, fait partie. Grâce
à cette initiative. 10 000 hectares supplémentaires de manioc seront cultivés dans 3 bassins de production du manioc sélectionnés. La mobilisation des ressources par la CAPUDC auprès de la BAD, soit l'équivalent de 52 millions de dollars américains pour l'ensemble du territoire national, a été possible grâce à l'implication personnelle du ministre d'État, ministre du Développement rural et du ministre de l'Agriculture. Il me revient de souligner le caractère stratégique de la province du Congo central en tant que grand bassin de production du manioc dans la réussite de cette initiative du président de la République. Le coordonnateur de la cellule d'appui d'urgence intégrée de développement communautaire, Philippe Gola. Entre-temps, l'ONG Femmes des médias pour la justice au Congo apporte sa contribution dans la lutte contre la déforestation et le réchauffement de la planète. Elle organise pendant 7 jours à la place commerciale 7e rue Limité la foire d'exposition sur la cuisson propre de Kinshasa. C'est dans le but d'amener les Quinois à l'utilisation accrue des foyers améliorés, dits Baboula économiques et des réchauds à gaz de pétrole liquéfié. Détail Rachel Inesiwe. Il n'est pas interdit de faire la cuisson avec le charbon de bois ou makala. Il est plutôt conseillé de les utiliser de manière intelligente afin de réduire la déforestation et ainsi contribuer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et la campagne de sensibilisation lancée ce jour à travers cette foire entre dans ce sens. Une campagne appuyée par le PNUD dont Joseph Oji est représentant résident adjoint au programme Consommation durable et substitution partielle au bois énergie. Je tiens à encourager cet événement parce que l'environnement est en jeu. Le Congo joue un rôle principal dans la sécurité de l'environnement. Pas seulement l'environnement congolais, mais l'environnement mondial. Vous auriez déjà peut-être en compétition que nous pouvons tous faire pour soutenir l'environnement. C'est un travail de tout le monde. Ce n'est pas tout simplement ceux qui ont des cravates, même des mamans dans les cuisines, comment elles préparent leur nourriture. Et même nous tous, la manière dont nous sauvegardons l'environnement, la manière dont nous gérons nos ressources de l'environnement, toutes ces petites contributions sont très importantes pour sauvegarder l'environnement pour nous tous. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et Développement durable, accompagne cette opération. Un accompagnement qui se justifie d'après la conseillère juridique du ministère, Carmel Bampili. Aujourd'hui, avec des études, il est prouvé que c'est le premier poumon de la planète. Et pour ce faire, il faudrait que la RDC soit capable de maintenir le couvert forestier à plus de 60% de son territoire national. Ça veut dire protéger les forêts qui sont menacées, notamment en deuxième lieu par l'utilisation des bois de chauffe, donc appelés communément chez nous Koni, et aussi par l'utilisation de la braise, appelée communément Makala. Sachez que cette campagne de sensibilisation menée via la foire d'exposition sur la cuisson propre va s'étendre dans d'autres villes de la RDC. Rachel Inesiwe. Kin Marché, encore plus près des habitants de Rigini-Alemba. Il vient d'ouvrir ses portes et les premiers clients se disent déjà satisfaits de la diversité des produits, mais surtout des prix qui, selon eux, sont abordables. Gino Reima Bouira de Charisma. Fini des longues distances pour se procurer de nourriture et autres biens de première nécessité quand on vit au quartier Rigini-Alemba et dans les alentours. Kin Marché a ouvert ses portes dans ces quartiers, non loin des Barouti Tabernacle, sur l'avenue de l'Université. L'engouement était sans précédent après la coupure du ruban symbolique. C'est comme si tout le monde n'attendait que l'ouverture de ce nouveau magasin pour se procurer quoi que ce soit. Parce que selon certains clients interrogés, les prix est abordable. C'est comme si j'achetais au marché, a laissé entendre l'un d'eux qui évoque également la diversité de produits trouvés dans ces magasins. C'est vraiment génial. C'est génial d'avoir pensé à nous Kin Marché, surtout que c'est au prix du grand marché et nous n'aurons plus beaucoup d'acrobatie à faire pour aller au centre-ville. Maintenant, nous sommes dans les quartiers. Ça nous fait vraiment très grand plaisir parce que même avec les enfants qui ne sont pas capables d'arriver au centre-ville, nous pouvons envoyer les enfants même à pied. Comment vous trouvez qu'on ait un magasin tout près de vos maisons? Trop bien, c'est trop bien. Quand on était là-bas pour partir jusqu'en ville, très loin là-bas, cette fois-ci quand on est venu ici, c'est trop cool. Vous êtes content? Oui, très content. Le nouveau Kin Marché Rigini vient s'ajouter à d'autres qui se trouvent dans les 4 coins de la ville-province Kinshasa.
Génoré Mabouira de Charisma. Paiement de 10 mois d'arrêt de salaire. C'est la revendication des prestataires de santé qui font la riposte contre le Covid dans la ville de Kinshasa. Jeudi, ils ont manifesté leur colère devant la primature et souhaitent que le Premier ministre instruise le ministre de tutelle, c'est-à-dire de la Santé, pour résoudre cette question. Séraphin Bolemba, l'un d'entre eux, parle au micro de José Ipachi. Oui, nous sommes venus ici pour réclamer les 10 mois des arriérés pour le Covid-19. Mais nous regrettons que depuis aujourd'hui 10 mois impayés, le ministre de la Santé, celui qui va prêter cette situation si le Conseil des ministres. Mais s'il y a aujourd'hui les prestataires de Covid-19, quand nous venons ici chaque fois les réclamer, nous ne sommes pas des opposants, mais nous sommes prestataires de la santé. Bon, maintenant, comme nous parlons ici, le président de la République a été lancé maintenant à tous les hôpitaux de l'État, gratuité de la maternité. Et nous perdons la vie. Il y a des médecins qui ont décédé, il y a les prestataires de Covid qui ont laissé sans vie à cause de ces Covid. Mais jusqu'à maintenant, nous sommes très battus avec cette situation. 10 mois impayés. Ça, c'est le primature qui est le chef du gouvernement. C'est pour ça que nous avons venu, ce Premier ministre Sam Alukonde, celui qui va s'impliquer, qui va demander au ministre de la Santé pourquoi la situation traîne, où est le document. On dégage la situation. Prestataires de santé qui font la riposte contre le Covid. Manifestation aussi des personnes en situation de handicap devant le ministère de l'ESU. C'était ce jeudi, ils étaient en sit-in pour exiger l'application des recommandations des États généraux de l'enseignement supérieur, particulièrement en ce qui concerne la réduction des frais académiques pour les personnes souffrant de handicap sensuel. Selon Christian Ndomatezo, président du regroupement des intellectuels du Congo, l'application de ces recommandations va alléger la charge des parents des étudiants en situation de handicap. On l'écoute au téléphone de Dieu merci Lusakomoulou. Nous avons manifesté suite à la non-application de résolution des États généraux de l'enseignement supérieur universitaire en faveur des étudiants en situation de handicap qui pose problème une année après les États généraux. Il me dit qu'aucune résolution a été mise en pratique. Raison pour laquelle nous sommes là, parce que vu le coût financier des études pour les personnes en situation de handicap, la plénière des États généraux avait décidé que l'État puisse prendre en charge les frais académiques pour essayer un peu de réduire le coût financier de toutes les dépenses liées aux études pour les étudiants handicapés. Malheureusement, une année après, comme je l'ai dit, aucune chose a été faite à ce sens-là. Raison pour laquelle nous sommes là, pour réclamer que ces résolutions soient mises en pratique afin que les étudiants en situation de handicap puissent étudier normalement comme les autres. Et surtout que le ministre avait fait une promesse à travers une vidéo au mois de novembre. Cette promesse est en train de tarder jusque-là. Donc nous sommes vraiment désolés de tout ce qui se passe dans ces secteurs par rapport aux étudiants en situation de handicap. Nous ne sommes pas nombreux dans les universités. Par exemple, au campus, nous ne sommes pas plus de 50 quand même. Nous ne sommes pas même plus de 20 personnes en situation de handicap. Dans d'autres universités, ils ne sont pas nombreux. Juste la prise en charge, ça pose problème. Donc, cependant, cette réduction ou cette suppression pouvait soulager les parents de prendre en charge d'autres dépenses telles que les transports, la prise en charge pour les interprètes sourds. Et ça ferait quand même du bien, parce que ça pèse. Les études pour les étudiants en situation de handicap coûtent plus de $500. Le débat plus. Votre émission Le Débat dans les grandes éditions de l'information. Toutes vos questions sur l'actualité trouvent des réponses dans Le Débat plus. Le Débat plus, toutes vos questions sur l'actualité au 085 210 11 11. Bonjour les débats. Qu'est-ce qui est à l'origine des violences dans le Grand Bandundu à Kwamut entre les Téké et Yaka qui s'entretuent? Ces deux communautés ont toujours vécu ensemble. Depuis tout le temps, il n'a jamais eu de conflit entre les deux communautés. Et d'ailleurs, le plus grand espace occupé par les deux communautés, c'est la commune de Maluku, le plateau de Badeke. Mais que ce sont les Téké et les Yaka qui viennent du Bandundu qui commencent ces conflits, ça nous étonne, puisqu'on ne peut pas justifier cela. Mais n'oublions pas que pas loin de Kwamut, il y a eu déjà un conflit communautaire à Yumbi. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des raisons de ce transfert de ces conflits-là? C'est pourquoi il faut aller plus loin, puisque les conflits qui étaient à Yumbi, c'était le conflit entre les Tende et les Nounous. Si les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets, nous avons eu à interpeller le gouvernement central, qu'on diagnostique et qu'on comprenne quel est le vrai problème qu'il y a. Pour moi, il y a deux pistes de solution. Il y a la paix, la sécurité d'un côté, et de l'autre côté, le social et la cohésion. Mais même si on impose la paix, il faut que les deux communautés vivent ensemble. Il faut qu'on s'assoie et qu'on sache quel est le vrai problème. Jonathan Bialosouka, vous êtes député national. Est-ce qu'il n'y a pas de tireur de ficelle derrière
derrière ce conflit intercommunautaire? Bon, moi je ne suis pas psychologue, mais j'ai eu un cours de psychologie à l'université. On m'avait dit qu'il n'y a jamais une réaction sans action. Il n'y a jamais eu un comportement sans cause. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque part une cause. Est-ce que cette cause est endogène entre eux membres du même espace, ou bien c'est une cause qui peut être exogène, c'est-à-dire qu'il y aurait une main noire. À ce stade, il serait imprudent en tant qu'homme d'État, en tant que responsable, de parler de cela sans qu'on ait des éléments de preuve. Quand on parle des Yaka dans cette catégorie-là, il n'y a pas que les Yaka proprement dit. Il y a les Bambala qui sont du Kwilu, il y a les Yansi, tout ce qui n'est pas de Kwamouth, on l'appelle là-bas Yaka. Donc c'est comme si aujourd'hui il y a un conflit entre le Kwilu et le Kwango d'un côté et les Maïndombe de l'autre côté, par Kwamouth. Et c'est là où je dis que nous devons être, nous notables de Bandundu, être sincères, nous mettre ensemble pour parler et comprendre de quoi il est question effectivement. Eux-mêmes, quand nous leur posons la question, ils nous parlent de taxes coutumières qu'on n'aurait pas payées, qui sont à la base. On veut nous parler d'un chef coutumier qui viendrait de Kasongolunda pour investir un chef coutumier Yaka à l'espace Teke. Ça, ce sont des choses qui sont fausses, puisque moi je suis Mouyaka. La coutume Yaka ne fonctionne pas comme ça. Nous avons un siège, c'est à Kasongolunda, c'est là où on va chercher le pouvoir. Si le chef doit se déplacer, c'est avec tout un cortège, c'est avec tout un clan qui l'amène. Ce que je sais est qu'il y a un problème réel de la pauvreté. Ces Yaka-là dont on parle là-bas au Kwamouth, ils ne viennent pas généralement du Kwango. Ils partent de Kinshasa depuis des années. Et si vous êtes ici à Kinshasa, le plus grand nombre de chômeurs, on les trouve dans les rangs de Bayaka. C'est comme ça qu'ils sont en train d'aller dans l'espace où il y a des espaces à faire les champs. Au plateau de Bateke, ce n'est pas pour la survie. Aujourd'hui, le Kwango produit seulement pour la consommation. Ils ne peuvent pas commercialiser puisqu'il n'y a pas de route au Kwango. Donc c'est vraiment un problème qu'il faut résoudre de manière globale puisque c'est un problème d'ordre communautaire, un problème d'ordre social et aussi un problème d'ordre économique. Nous ne pouvons pas nous permettre qu'on continue à parler de ces conflits-là puisque si ça continue comme ça risque d'avoir d'autres répercussions ailleurs. Et le chef de l'État n'est pas là pour ça et nous devons l'aider. Et c'est là où j'interpelle le ministère de l'Intérieur. C'est là où j'interpelle la police. C'est là où j'interpelle l'armée. Il ne faut pas qu'on minimise ces conflits-là. Qui peut faire la facilitation pour ce dialogue entre les fils du Grand Bandundu? Aujourd'hui, par exemple, nous avons les institutions. Les communautés sont représentées dans les institutions, dans les assemblées provinciales et à l'Assemblée nationale. Il y a l'Assemblée provinciale du Kwango, du Kwilu et de Maïndombe. Là, nous avons des gouverneurs qui sont natifs de là. Nous avons le président des assemblées provinciales. Ici, à Kinshasa, nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons la chance d'avoir un patriarche, un notable qui est le président de l'Assemblée nationale. Bon, j'ai déjà appris qu'il a réuni le caucus des députés du Kwango et de Maïndombe. J'aurais voulu qu'il élargisse ces contacts-là au niveau des députés du Kwilu et aux notabilités et personnalités du Grand Bandundu. Le débat plus. Votre émission Le Débat dans les grandes éditions de l'information. Toutes vos questions sur l'actualité trouvent des réponses dans le débat plus. Le débat plus, toutes vos questions sur l'actualité au 085 210 11 11. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé, mise en onde Alain Pascal Bungu. Merci à Didi Bin Sika qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube. Merci à Rachel Nassiwe qui nous a aidé dans la rédaction, Pascal Palais était à la réalisation. Merci d'avoir venu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 8